Monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, d'écrire un commentaire et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer ce soir, le budget en débat à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors que l'exécutif est en quête d'austérité, le coup de pouce vient finalement de l'agence Standard & Poor's qui vient de dégrader la note de la France. Également dans l'actualité, ce cambriolage incroyable au musée du Louvre dimanche. En 7 minutes, 4 hommes sont parvenus à s'emparer de 8 joyaux du patrimoine français. Une affaire qui fait tâche. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur le conflit qui oppose Donald Trump au Venezuela et d'autres États du continent sud-américain sur fond de lutte contre le narcotrafic. Mal notée par Standard & Poor's, la France d'Emmanuel Macron se trouve une nouvelle fois déclassée. Le gouvernement pourrait toutefois en profiter pour faire passer sa pilule budgétaire. Les explications d'Olivier Frère-Jacques. En temps habituel, cela aurait été une petite secousse, mais avec l'interminable crise politique, la nouvelle est passée au second plan. Samedi, l'agence Standard & Poor's a dégradé la note souveraine de la France, passant celle-ci de A à- à A+. Un nouveau désaveu économique international pour Paris, alors que le contexte budgétaire est déjà tendu, marqué par une instabilité politique et une Assemblée nationale fragmentée. Les oppositions, RN en tête, ont immédiatement pointé du doigt la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Oui, soyons responsables, plus que ne l'est M. Lescure et ses amis qui, depuis 8 ans, ont ruiné la France. En réalité, ces gens viennent donner des leçons, alors que la situation que nous vivons, que la situation qui est dégradée par cette note, elle résulte des politiques qui ont été menées. On la dégrade parce que c'est le résultat des politiques et des choix politiques qui ont été menés. Un échec politique et économique face auquel les macronistes ne peuvent pas se dérober après plus de 8 ans aux manettes, avec près de 7 ans et demi avec Bruno Le Maire comme chef d'orchestre. Et pourtant, cette décision motivée par une incertitude élevée sur les finances publiques pourrait paradoxalement offrir une opportunité au gouvernement d'Emmanuel Macron et à son Premier ministre Sébastien Lecornu pour justifier et accélérer la mise en œuvre de mesures d'austérité et surtout contraindre une partie des forces politiques hostiles à ne pas tenter de renverser l'exécutif. C'est la petite musique que l'on peut entendre derrière l'analyse du président du Sénat, Gérard Larcher. De l'instabilité politique, mais aussi de notre incapacité à maîtriser la dépense publique, et c'est la première des incapacités, à notre incapacité à nous réformer. L'incapacité à réformer et l'instabilité politique. Il s'agira donc de stabiliser les institutions et les Républicains ne devraient donc pas se diriger vers une censure et pourquoi pas même largement collaborer à l'élaboration du budget. Les 6 ministres issus de leur rang n'ont d'ailleurs finalement pas été renvoyés, mais un sursis leur a été donné le temps des débats budgétaires. Que si dans 2 mois, la politique budgétaire, et j'en reviens à la première partie de notre échange, ne s'inscrit pas, j'allais dire, dans l'essentiel de nos valeurs, alors se posera pour eux la question, quitter le gouvernement ou ne plus appartenir à notre mouvement. Alors que le projet de loi de finances 2026 entre dans une phase décisive à l'Assemblée, cette dégradation agit comme un signal d'alarme, renforçant l'argumentaire de l'exécutif pour imposer une discipline budgétaire stricte. Les Républicains qui obéissent à la formule politique imposée par le narratif macroniste en responsabilité devraient donc suivre les macronistes dans leurs travaux budgétaires, même si ceux-ci sont désormais sous influence socialiste. Le gouvernement Lecornu 2 ambitionne de réduire le déficit public à 4,7% du PIB en 2026 contre 5,4% en 2025 grâce à un effort de 30 milliards d'euros combinant 14 milliards de nouveaux prélèvements et 17 milliards d'économies. LR se plie donc à des hausses d'impôts et risque de valider la suppression de niches fiscales, notamment à destination des familles. Une attitude politique qui peut paraître cohérente pour LR, mais qui peut lui coûter électoralement très cher. L'avenir du pays semble en tout cas s'assombrir et récupérer le bébé en 2027 ne sera pas un cadeau. Standard & Poor's, sceptique sur la capacité de la France à atteindre ses objectifs sans mesures supplémentaires, prévoit une dette publique à 121% du PIB en 2028 contre 112% fin 2024. Dans ce contexte, l'exécutif peut tirer parti de la situation pour rallier les modérés et les droites autour de l'urgence d'une rigueur budgétaire. La dégradation de la note pourrait servir de levier pour convaincre les réticents, y compris au sein du centre et des Républicains, que des sacrifices sont inévitables. Une situation ubuesque alors que les macronistes ont sabordé leur propre réforme des retraites. Le pari reste risqué, la fragmentation de l'Assemblée, avec des partis qui voudront tous obtenir des concessions, complique les négociations.
Le spectre d'un budget Frankenstein incohérent et invotable plane, tout comme celui d'un recours aux ordonnances si les délais constitutionnels ne sont pas respectés. À l'aggravation de la crise institutionnelle pourrait ainsi s'ajouter l'aggravation de la crise financière et budgétaire avant que se détériore encore plus la situation sécuritaire. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est un peu ce qu'on pourrait se dire après le cambriolage du musée du Louvre dimanche. En quelques minutes, des trésors de l'histoire et du patrimoine français ont été enlevés, jetant le discrédit sur la sécurité d'un des musées les plus connus du monde, sinon le plus connu. Le point tout de suite. Se faire voler des bijoux au Louvre de façon aussi rocambolesque, c'est effectivement, ça affiche mal. Ça l'affiche mal, effectivement. Comme le dit le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le rocambolesque mais non moins dramatique cambriolage du musée du Louvre jette une nouvelle fois le discrédit sur la France à l'international. C'est aussi ce que déclarait le philosophe Michel Onfray. Ce qui me paraît le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en gros, avec une échelle, une mobilette, une disqueuse, vous pouvez repartir avec la Joconde sous le bras. Et ça renseigne un peu sur l'état de la France. Mais au-delà du symbole, c'est bien le patrimoine français qui a été pillé par 4 cambrioleurs en à peine 7 minutes, dimanche matin. Le mode opératoire dit aussi beaucoup de l'état du pays et de la capitale. En effet, les individus n'ont pas cherché à être discrets, au contraire. Vers 9h30, heure d'ouverture du musée, ils sont arrivés quai François Mitterrand, côté Seine donc, avec un petit camion doté d'un monte-charge et d'une nacelle. Ils ont tranquillement installé leur périmètre avec des cônes de chantier. Eux-mêmes étaient d'ailleurs vêtus comme des ouvriers. Il faut dire qu'à Paris, rien ne passe plus inaperçu que des travaux. Les hommes sont donc montés par leurs propres moyens jusqu'au niveau des fenêtres du premier étage, ouvrant les vitres avec une disqueuse. Ils ont ensuite brisé et vidé 2 vitrines du secteur de Nons, où se trouve la galerie d'Apollon, non loin de la Joconde. La couronne de l'impératrice Eugénie a quant à elle été dérobée, mais abandonnée non loin des lieux, bien détériorée, alors qu'elle porte 1354 diamants et 56 émeraudes. Des analyses sont en cours pour évaluer les dégâts, mais le butin parti avec les cambrioleurs renferme 8 bijoux inestimable. Un diadème, un collier et des boucles d'oreilles de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier et des boucles d'oreilles de Marie-Louise, la broche dite reliquaire, ainsi que le diadème et le grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie, qui eux ont bel et bien été emmenés. Les cambrioleurs, en plus de la couronne abandonnée, ont laissé un petit camion sur place ainsi qu'un gilet jaune, fuyant en scooter. Il n'aura fallu que 7 petites minutes pour réaliser ce triste exploit, un exploit d'autant plus triste qu'il est fort à parier que ces bijoux chargés d'histoire sont promis à un démantèlement pour être vendus en pièces, si ce n'est pas déjà fait, surtout au vu des cours actuels de l'or. Emmanuel Macron a annoncé dès dimanche que tout serait mis en œuvre pour retrouver ces pièces de l'histoire de France et que les auteurs seraient traduits en justice. Des propos virulents pour un président qui aimait rappeler pourtant qu'il n'y avait pas de culture française. De quoi douter de la suite donc. À plus forte raison que le ministre de la Culture, Rachida Dati, a quant à elle fait un choix étonnant quelques heures après les faits de féliciter la sécurité du musée. Il faut dire que les agents du Louvre n'y sont finalement pas pour grand-chose. En effet, 1/3 des salles de cet incroyable musée ne disposent d'aucune caméra de surveillance. Pourtant, en janvier dernier, Emmanuel Macron avait lancé de grandes promesses. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections. Pas de doute, encore un truc qui n'aura pas marché. À plus forte raison que la nouvelle directrice du musée, Laurence Descartes, avait tiré la sonnette d'alarme, une alerte qui a toutefois du mal à convaincre puisque selon plusieurs commentateurs, la direction du musée aurait fait le choix de consacrer près de 500 000 € pour refaire une salle à manger, la précédente installée sous la fameuse pyramide étant jugée trop bruyante. Et oui, manger en toute intimité ou renforcer la sécurité, il fallait choisir. Toujours est-il que ce cambriolage intervient à un étonnant moment. En effet, hasard du calendrier, la Cour des comptes s'apprêtait à publier un rapport le mois prochain sur la sécurité du musée du Louvre qui laissait à désirer. Les sages ne se sont donc pas trompés. Donald Trump retrouve les vieux réflexes impérialistes et part à l'assaut du continent sud-américain. Sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, le président américain s'attaque militairement au Venezuela et menace aussi maintenant la Colombie. Le décryptage de Nicolas Delamberterie avec Pierre-Yves Rougeron. Après avoir fait les poches des Européens cet été, Donald Trump s'attaque désormais à l'autre proie facile qu'il a sous la main,
le continent sud-américain. Poursuivant en cela une doctrine Monroe vieille de 2 siècles, le président des États-Unis entend remettre l'Amérique du Sud en coupe réglée, conformément à sa volonté d'assurer à son pays les moyens de sa subsistance dans un contexte de recul global face à la montée en puissance de l'Asie. C'est ainsi que depuis fin août 2025, Donald Trump a déclaré la guerre ouverte au narcotrafic venu d'Amérique du Sud, en particulier du Venezuela, pays en confrontation avec les États-Unis depuis la présidence de Hugo Chavez en 1999 et de Nicolás Maduro qui lui a succédé en 2013. Les forces armées américaines ont ainsi attaqué et détruit plusieurs embarcations accusées de transporter des stupéfiants en direction des États-Unis, y compris dans les eaux internationales, sans sommation ni arrestation, c'est-à-dire en toute illégalité. Ces opérations ont jusqu'à présent abouti à la mort de plus d'une vingtaine de personnes. La normalisation, à la fois juridique, économique, politique et géopolitique des États de la région, sous prétexte de lutte contre le narcotrafic, est déjà quelque chose d'ancien. Que Donald Trump veuille donner des gages sur une volonté réelle, ce dont on peut tout à fait douter pour ses au moins 3 prédécesseurs immédiats, de lutter contre le narcotrafic, nous pouvons en discuter. Il a fait mettre les chefs de cartel sur liste d'hommes à abattre, vu qu'ils ont été élevés au rang de terroristes et donc peuvent être liquidés par l'armée américaine. Certes. Mais néanmoins, je rappelle que la drogue qui tue le plus d'Américains, ça a été tout ce qui est sorti du scandale des opiacés de l'oxycodone, qui a tué, je le rappelle, plus de 500 000 Américains, soit l'équivalent. Il y a eu 54 000 soldats américains tués au Vietnam. Nous avons dépassé les 10 Vietnam depuis l'ère Obama. Si vous voulez, il faut écraser le narcotrafic, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'écraser des entreprises américaines qui ont drogué des citoyens américains. Je ne suis pas certain qu'on soit totalement réglo sur le fait d'écraser le narcotrafic. Et depuis plusieurs jours, Trump a monté d'un cran la pression sur le Venezuela, autorisant la CIA à agir sur le sol vénézuélien, tout en refusant de préciser si cela pouvait inclure l'élimination physique du président vénézuélien Nicolás Maduro. Du côté de Caracas, on accuse donc les États-Unis de vouloir effectuer un changement de régime et de renverser Maduro. Une accusation également partagée par le président colombien Gustavo Petro. Il est vrai qu'à y regarder de plus près, le Venezuela dispose de ressources naturelles considérables, avec notamment des réserves pétrolières souvent estimées comme étant les plus importantes du monde. Selon Pierre-Yves Rougeron, le véritable enjeu derrière ce conflit doit donc être recherché dans les relations commerciales entre les États-Unis et le Venezuela. Se servir de l'existence de ces cartels, ou du moins de leur ligne d'approvisionnement pour normaliser les pays, c'est là où se pose la question vénézuélienne, parce que c'est une des multiples accusations que l'Amérique a fait peser sur le Venezuela depuis l'époque Chavez, pour éviter un débat qui est simple, c'est qu'on le veuille ou pas, le principal client de l'histoire du Venezuela, Chavez compris, c'est les États-Unis d'Amérique, et que les Américains ont toujours refusé que ce commerce se fasse au juste prix, car sinon la loyauté, entre guillemets, du moins commerciale du Venezuela leur serait acquise, sachant qu'il n'y a pas d'attaque au sol pensable. Je rappelle que la défense civile vénézuélienne, ce sont des milliers, des centaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes armés et entraînés par un phénomène de milice populaire, et que si l'armée américaine venait à débarquer, elle y perdrait des plumes, elle le sait, et tout ceci n'aurait pas de sens, mais nous restons dans l'application bête et méchante de la doctrine Monroe, qui pousse petit à petit tout le continent, Venezuela compris, dans les mains de la Chine, car je le rappelle que la Chine est en train de moderniser les infrastructures portuaires de la plupart des grandes nations latino-américaines, et qu'elle est en train de se faire une place au soleil, où elle est déjà le premier partenaire commercial du continent sud-américain et de la plupart des pays, là où l'Amérique ne fait que payer le fait d'utiliser la brutalité face à des pays qui ne lui sont pas hostiles, mais bon, pour qui n'a qu'un marteau, le monde entier est un clou. Et sans surprise, la Colombie est elle aussi maintenant visée par les accusations américaines d'être un État narcotrafiquant et subit elle aussi les mêmes menaces. Une stratégie de l'attention classique chez Donald Trump,
afin sans doute d'obtenir par la force des accords commerciaux inégaux et plus avantageux pour les États-Unis. Trump a d'ailleurs d'ores et déjà déclaré que Maduro était disposé à négocier. Et à défaut d'avoir obtenu le prix Nobel de la paix pour lui-même, Donald Trump pourra au moins se réjouir qu'il soit revenu à María Machado, opposante vénézuélienne à Nicolás Maduro. Une nomination qu'a applaudi des deux mains Ursula von der Leyen, jamais en retard pour agir en valet des États-Unis d'Amérique. Et on part à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en France en bref. Un ancien président français en prison. Demain mardi, Nicolas Sarkozy sera incarcéré à la prison de la Santé pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens. C'est ici que Nicolas Sarkozy dormira mardi soir. La justice lui a accordé un délai pour organiser sa vie professionnelle avant d'être emprisonné. 1 mois donc après sa condamnation dans le procès libyen, l'ancien président va rejoindre la cellule préparée pour lui à la prison de la Santé à Paris. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. La Santé possède ce qu'on appelle un quartier vulnérable, c'est-à-dire réservé aux personnalités dont la sécurité pourrait être menacée par le contact avec les autres détenus et qui sont donc seuls dans leur cellule. Il a notamment vu passer Bernard Tapie, Jérôme Kerviel ou Patrick Balkany. Les cellules n'y sont pas plus grandes, elles font entre 9 et 12 mètres carrés, elles disposent de douches et toilettes à l'intérieur, mais là encore rien de spécifique. La prison de la Santé, qui date de 1867, a en effet été entièrement rénovée il y a quelques années et toutes ces cellules ont été agrandies et équipées de sanitaires intégrés. Il faut payer en revanche pour bénéficier en plus d'une télévision et d'un frigo. Nicolas Sarkozy sera enfermé 23 heures sur 24. Il aura droit à 3 parloirs par semaine et au même temps de promenade que les autres détenus, sauf qu'il bénéficiera d'une surveillance accrue. Le cas de l'ancien président est même si particulier qu'il pourrait être placé à l'isolement pour lui assurer un maximum de protection. Dans ce cas, il sera dans une cellule identique à celle du quartier vulnérable, mais il n'aura absolument aucun contact avec les autres détenus. L'inconnu réside encore dans la durée de détention de l'ancien président. Si ce dernier a été condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire, ce qui explique son incarcération malgré l'appel, il y a une demande de mise en liberté. La cour d'appel aura alors 2 mois pour statuer. Nicolas Sarkozy va donc devoir s'habituer un peu aux cellules de la Santé, mais il sera autorisé à recevoir des visites. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a fait savoir qu'il irait voir l'ancien président à la Santé pour lui témoigner son soutien. La riposte graduée, qui n'avait pas gravi beaucoup d'échelons, redescend à 0. Dimanche, le nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a appelé à la reprise du dialogue avec l'Algérie, autrement dit à la défaite du bras de fer avec Alger. Il constate qu'il y a 40% d'Algériens dans les centres de rétention administrative et qu'il faut reprendre le dialogue pour la coopération antiterroriste. Évidemment, Alger refuse de reprendre ses ressortissants présents clandestinement sur notre territoire et nous renvoie par avion les rares individus expulsés. Une provocation qui n'a pas l'air de déranger Laurent Nunez, qui a aussi affirmé que la remise en cause de l'accord de 1968 n'est plus à l'ordre du jour. Une déclaration qui tombe mal alors que quelques jours plus tôt, en commission des finances, les députés de son parti, Charles Rodwell et Mathieu Lefebvre, ont rendu un rapport avançant que l'accord offrant des facilités aux Algériens coûte plus de 2 milliards d'euros par an à la France. Par exemple, toutes les victimes doivent être prévenues quand leur agresseur sort de prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et parfois peut créer des drames, mais aussi un sentiment très important d'être méprisé. Trop aimable, monsieur le ministre de la Justice. Des violeurs vont continuer de sortir de prison et récidiver, mais au moins leurs victimes seront prévenues à l'avance. Cette instruction ministérielle entre en vigueur ce lundi et rend obligatoire une pratique qui existait déjà. Le choc d'une confrontation de la victime à son agresseur a été tragiquement illustré au cours des derniers mois. En mars, Yanis, âgé de 17 ans, s'était suicidé après avoir appris la libération de l'homme qui l'a agressé sexuellement quand il avait 12 ans. Ses parents étaient choqués de voir l'individu relâché dans la nature sans avoir été informé au préalable. Une session 100% tricolore. Kering, le groupe français du luxe dans une passe difficile avec une baisse de 46% de ses bénéfices début 2025, devrait vendre sa division beauté à l'autre mastodonte, L'Oréal, pour quelques 4 milliards d'euros. L'opération devrait intervenir au premier semestre 2026. Elle devrait concerner la marque de parfum Creed, mais également une 50aine de licences pour des marques phares du groupe comme Gucci, qui rejoindront donc Yves Saint Laurent, déjà détenu par Kering depuis près de 20 ans.
L'accord conclu prévoit également une collaboration entre les deux géants en matière d'innovation et de talent commercial. Pour le patron de Kering, Luca Di Meo, c'est une alliance stratégique décisive. À vélo dans Paris, toujours un danger mortel. Vendredi, une femme est morte percutée par un véhicule poids lourd alors qu'elle circulait à vélo dans le 15e arrondissement de la capitale. Le conducteur a été testé négatif au dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. Plus tôt dans la semaine, mercredi 15 octobre, un rapport de la ville de Paris présentait le bilan des victimes graves de la circulation sur son territoire en 2024. Près d'un quart des victimes d'accidents sont des cyclistes, dont 69 morts ou blessés graves sur une année. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Le cessez-le-feu à Gaza a déjà du plomb dans l'aile. Une semaine après la signature de l'accord de paix façonné par Donald Trump, le feu a déjà refait surface sur la terre palestinienne. Dimanche, l'aviation et la marine de Tel Aviv ont bombardé le sud de la bande de Gaza après des tirs de militants du Hamas. Vendredi, déjà des civils palestiniens, dont des enfants, avaient été abattus par des soldats parce que le véhicule s'était trop rapproché des limites de la zone autorisée. Benjamin Netanyahou a également ordonné la fermeture du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, bloquant ainsi l'arrivée d'une partie de l'aide humanitaire. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, tout porte à croire que le Premier ministre israélien exploite chaque occasion de reprendre les frappes. Après près de 50 morts en fin de semaine dernière, Israël a annoncé avoir terminé cette opération et respecter à nouveau le cessez-le-feu. La droite reprend le pouvoir en Bolivie après près de 20 ans de pouvoir sans partage de la gauche. C'est Rodrigo Paz, économiste de 58 ans, qui a été élu président dimanche avec 54,6% des voix face à Jorge Quiroga, 45,4%. Héritier d'une dynastie politique, le sénateur de centre-droit élu prône un capitalisme pour tous, axé sur la décentralisation et la rigueur budgétaire. Confronté à une crise économique aiguë avec une inflation de 23% et des pénuries de carburant, il succédera le 8 novembre à Luis Arce. Sans majorité au Parlement, Paz devra former des alliances, probablement avec son adversaire de dimanche, et promet d'ouvrir la Bolivie au monde, tandis que les États-Unis saluent une occasion de transformation. L'ancien président Evo Morales, marginalisé, dénonce les propositions des candidats. Au Japon, un accord de coalition entre le Parti libéral-démocrate et Sanae Takaichi et le Parti japonais de l'innovation ouvre la voie à la désignation de Takaichi comme première femme Premier ministre lors d'un vote parlementaire ce lundi. Cet accord annoncé dimanche fait suite au retrait de Komeito, plongeant le PLD dans une crise politique. La coalition à 2 sièges de la majorité s'engage sur des réformes dont la suppression de la taxe à 10% sur les denrées alimentaires et une réduction des sièges au Parlement. Takaichi, 64 ans, conservatrice, succéderait à Shigeru Ishiba. Ce vote intervient avant une visite de Donald Trump qui presse le Japon sur ses importations énergétiques russes et ses dépenses de défense. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Écho. Olivier Pichon reçoit Yves-Marie Adeline pour évoquer la géopolitique mondiale entre histoire, puissance montante et illusion occidentale. Là, c'est intéressant aussi, parce que, évidemment, vous évoquez l'American Dream, la démographie anglo-saxonne, les Philistins, non, pardon, les Indiens. Oui, c'est une habitude qu'ont les puritains mais là, il y a quelque chose d'un peu délirant, évidemment, c'est que, comme la guerre est un péché, oui. Si je fais la guerre, il faut que je puisse le justifier moralement. Voilà. Donc, je fais la guerre du bien contre le mal. Voilà. Et j'ai devant moi un adversaire que je vais, de façon complètement, évidemment, irrationnelle, transformer en un monstre, ou bien les Amalécites de la Bible, où j'ai le droit de les anéantir tous, etc. Bon. Mais c'était déjà le cas pendant la guerre de 7 ans, hein, où la France était très présente en Amérique du Nord, et les Anglais nous surnommaient les Amalécites. Oui, ça les aidait à nous massacrer. Oui, voyez, absolument, oui. Ouais. Demain mardi, à partir de 7h, découvrez un nouveau Zoom avec Stanislas Berton qui révèle les scandales de l'idéologie mondialiste avec l'ouvrage de Paul Furber, Q, la plus grande opération de réinformation de l'histoire. Est-ce que Q, la source Q, a avancé des preuves quant à l'existence de cette opération entre Nord-Coréens et Barack Obama ? Alors non, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments qu'elle apporte, c'est sur l'Iran en revanche, parce qu'on sait qu'elle parle aussi beaucoup de l'accord iranien, c'est-à-dire que Barack Obama a donné des sommes colossales, des milliards, dont une grosse partie en cash, envoyés par des avions cargo à l'Iran.
Donc, et ça, c'est tout à fait vérifiable. Et Donald Trump, d'ailleurs, a mis fin à cet accord lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc il y a ces éléments sur la Corée du Nord. Là, je ne me prononce pas parce que on n'a que la parole de Q. Alors ça fait un peu scénario, un peu à la James Bond, mais en tout cas c'est de l'ordre du probable. En tout cas, il y a les éléments géopolitiques autour ne permettent pas d'écarter totalement cette possibilité. Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.